Les études, c'est un peu comme Hunger Games. Il y a des gens qui tombent, c'est dur, chacun pour soi. Et dans cette course, il y a une épreuve. Il y a bien une épreuve qui terrifie les étudiants, qui nous met dans un état d'impuissance, de désarroi, même de désespoir. C'est la dissertation. La dissertation, c'est un exercice qui est particulièrement difficile parce que t'as l'impression qu'il faut un talent particulier pour pouvoir réussir à faire des dissertations, ou t'as l'impression qu'il faut avoir percé un certain secret, percé le secret de la dissertation pour réussir cette épreuve. Mon objectif donc dans cette vidéo, c'est de t'expliquer ce qu'est une dissertation, à quoi ça sert, comment on fait une dissertation, quelle est la méthodologie simple, pour te rendre cet exercice beaucoup plus simple et donc beaucoup plus accessible pour que tu puisses le réussir. C'est parti. Alors quand on cherche la définition de la dissertation sur internet, on tombe sur ça. Génial. Plus sérieusement, quand on creuse un peu plus, voici ce qu'on trouve. La dissertation est un exercice d'argumentation organisé en 2 ou 3 parties qui retrace le cheminement d'une pensée, d'une introduction à une conclusion. La dissertation résout une problématique. Pour faire simple, la dissertation, c'est avant tout un exercice de réflexion. Tu vas réfléchir sur un sujet, sauf que cette réflexion, tu vas devoir la mener à l'écrit. Tu vas devoir la structurer, tu vas devoir l'argumenter, et c'est ça le challenge. C'est ça qui est particulièrement difficile. C'est ce qui fait de la dissertation un exercice complexe. Réfléchir, tu le fais tout le temps. Par contre, poser sa réflexion à l'écrit, c'est une autre histoire. Pourquoi c'est un exercice si compliqué à nos yeux ? Pour 2 raisons très simples. Parce que, déjà, argumenter de façon générale, c'est un exercice qui est complexe. Tu dois jongler entre ce que tu veux dire et tes connaissances du sujet pour appuyer ton propos. Ça signifie donc que tu dois être à l'aise avec ton sujet. Parce que globalement, oui, c'est facile de parler de tout. Mais parler de quelque chose dont tu n'as en réalité aucune connaissance, ça dessert complètement ton propos et ça se retourne contre toi. Et en plus de ça, c'est complètement idiot de parler d'un sujet dont on n'a pas de connaissance. Et d'ailleurs, ça a un nom. L'ultra-crépidarianisme. L'ultra-crépidarianisme. C'est quoi ? C'est un comportement consistant à donner son avis sur des sujets à propos desquels on n'a pas de compétences. Ça fait penser à beaucoup de gens. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet, on va faire une petite aparté, une anecdote qui m'est arrivée pendant la période du Covid. Je reçois un message sur Instagram d'un mec, c'était pendant la période de vaccination, où il y a eu beaucoup de polémiques, etc. et tout, et je reçois un message d'une personne, d'un mec, qui me reproche de pas prendre position pour ou contre le vaccin, et surtout de ne pas dire aux gens de ne pas aller se faire vacciner, parce que c'est une honte, l'obligation de vaccination, etc., etc. Je lui ai dit, écoute, je crois que je travaille pas à l'OMS, j'ai pas de diplôme en épidémiologie, j'y connais rien en santé publique. Qui suis-je moi pour aller dire aux gens de se faire vacciner ou pas se faire vacciner ? Bien évidemment, cette personne-là, elle m'a traité de lâche, mais c'est pour dire à quel point, en fait, il y a des gens qui parlent de tout sans se rendre compte des connaissances qu'ils n'ont pas, mais surtout des conséquences que ça peut avoir, en fait, sur une échelle plus large. Et c'est là que tu te rends compte que c'est fou de se dire qu'il y a des personnes, elles savent pas dire je ne sais pas. Et la deuxième raison pour laquelle la dissertation, c'est un exercice qui est complexe, c'est parce que l'expression écrite, de manière générale, c'est un exercice qui est complexe et pour lequel on s'entraîne quasiment jamais. Ce que tu écris, est-ce que tu rédiges en dehors des dissertations ? C'est une question que je pose souvent et la plupart du temps, la réponse, elle est non. Donc, faut pas s'étonner qu'on soit pas compétent dans un truc qu'on fait pas. C'est comme si moi, je faisais du foot 1 fois par mois et lors d'un match, je me plains que le foot, c'est dur. Mais en fait, je fais du foot 1 fois par mois. Pourquoi je suis étonnée de galérer à jouer au foot ? C'est la même chose avec la dissertation. L'écrit, le fait d'écrire, de poser sa réflexion par écrit, l'expression écrite, c'est un exercice qui est compliqué. Ça demande du travail, ça demande de l'entraînement. Et si on ne le fait pas, on ne peut pas s'attendre à miraculeusement développer cette compétence le jour de l'examen. Du bon sens. Et pour ça, je te renvoie à une vidéo que j'ai faite sur la rédaction et l'expression écrite, je pense qu'elle pourrait t'aider. Donc pour disserter, il faut 2 qualités. Il faut savoir écrire et il faut avoir les connaissances du sujet sur lequel on va écrire. Donc forcément, ça suppose en premier lieu que tu aies les connaissances suffisantes pour pouvoir parler du sujet sur lequel tu vas devoir disserter. Et pour ça, en amont, préalablement, il va falloir que tu fasses un récapitulatif, une synthèse, une fiche, un mind mapping, ce que tu veux, des éléments importants de ton cours, de ton sujet, de ta matière, des éléments dont tu vas avoir besoin, des connaissances dont tu vas avoir besoin pour pouvoir écrire dessus. Et que tu puisses les comprendre, bien évidemment, parce que tu peux pas parler d'un sujet que tu ne comprends pas. Donc, si tu as en tête d'apprendre des notions par cœur pour ton bac français ou ton bac philo, alors que tu ne comprends même pas ces notions-là, n'espère pas disserter dessus. Parce que tu connais les termes, tu connais le mot, mais tu ne connais pas la signification, le sens, la portée de cette notion-là. Et donc, disserter de cette manière-là, ça va être un exercice très compliqué, voire quasiment impossible. Donc, pour faire simple, prépare-toi sur le contenu de ton cours et de ton sujet pour te préparer
à la dissertation. Maintenant, on va parler du cœur du sujet. On pense souvent, à tort, que c'est ton plan qui va déterminer la qualité de ta dissertation. Alors, c'est super important, on va pas se dire le contraire, mais il y a autre chose sur lequel tu vas devoir te pencher avant ça et qui va déterminer la suite de ta dissertation, c'est la problématique. Sans ça, ta dissertation, elle part dans tous les sens. Donc, la problématique, c'est l'élément central de ta dissertation. Concrètement, c'est quoi la problématique? C'est une question que tu vas poser. C'est une question que tu vas poser et à laquelle tu vas tenter de répondre dans ton écrit. Pourquoi c'est important? Parce que le sujet qu'on te donne, il est large. Et tellement large que tu pourrais écrire des pages et des pages dessus. Tu vas donc choisir, à travers la problématique, un axe sur lequel tu vas te concentrer. Pour te donner une comparaison très simple, c'est comme si tu étais sur un terrain énorme et que tu peux pas le ratisser entièrement. Donc tu vas choisir une parcelle de terre sur laquelle tu vas travailler de façon qualitative et que tu vas travailler en profondeur. C'est la même chose quand tu prends une problématique sur le sujet que tu dois traiter. Tu choisis un endroit, une parcelle, et tu choisis de travailler dessus et d'émettre ta réflexion uniquement sur cette parcelle-là. C'est le but de ta problématique, c'est de t'amener vers cette parcelle-là et de travailler de façon qualitative et en profondeur sur une partie de ce sujet. Forcément, ça suppose que tu dois être à l'aise avec la problématique et donc la question que tu vas poser pour pouvoir y répondre de manière fluide. Si la question, elle fait pas sens pour toi, n'espère pas que ta dissertation, elle va faire sens pour toi. C'est normal. Fais donc en sorte que la question, elle soit suffisamment claire pour toi, que tu es capable d'y répondre. Et pour ça, tu peux tout à fait imaginer, tu peux sortir du cadre de la dissertation et imaginer que tu as cette discussion avec un ami. Imagine-toi que tu es dans un cadre qui est beaucoup moins formel que celui de la dissertation, t'es pas en examen, tu te poses avec un ami dans un café ou que sais-je, et vous discutez de ce sujet-là. Imaginons. Vous commencez à avoir des discussions un peu différentes de d'habitude et vous discutez, je sais pas moi, de littérature, et demande-toi quel type de questions tu poserais ou quel type de questions on pourrait te poser à ce sujet-là, sur cette thématique-là, de façon beaucoup moins formelle, ça veut dire que tu peux utiliser les termes, le langage courant que tu emploies d'habitude, et t'imagines quelles questions tu pourrais poser pour pouvoir amener une réflexion et amener une sorte de pensée dessus. Ça peut t'aider aussi à dédramatiser un petit peu la sacralité de la dissertation et imaginer que oui, t'es capable aussi de poser ce genre de réflexion, t'es tout à fait capable d'en parler. Et ça te permettra de savoir quel axe tu as envie de prendre dans ta dissertation. C'est un exercice qui marche bien et qui permet aussi de ramener une sorte de cohérence et une sorte de logique à notre réflexion dans une dissertation. C'est un exercice que j'ai fait avec des élèves de terminale, que j'avais en accompagnement, et l'objectif c'était de leur faire comprendre qu'il fallait qu'ils sortent du cadre de la dissertation et qu'ils réfléchissent au contenu de ce qu'ils écrivent. Parce que j'avais des élèves qui faisaient du hors-sujet ou qui écrivaient des choses qui n'avaient pas de sens, ou presque ils récitaient leurs cours alors que c'était pas le but de la dissertation. Et donc l'idée c'est de dire ok, on va sortir du cadre de la dissertation, imagine toi et moi on est dans un café et on parle de la justice ou de la liberté ou que sais-je. En fait on va se poser des questions toi et moi, parce qu'on philosophe tous dans la vie de toute façon de manière générale, et toi et moi on va se poser des questions et tu vas te rendre compte que finalement les questions que tu poses ça peut être des problématiques de dissertation. Imaginons on parle de justice avec cet élève là et on se demande si la justice c'est forcément une question de loi, et le sujet il est hyper vaste et on va se poser une question, est-ce que les lois elles sont forcément justes? Ça peut être une problématique de dissertation. C'est une problématique sur laquelle on peut réfléchir même à l'oral et même à l'écrit. Et donc la clarté de ta question elle est hyper importante parce que c'est avec cette problématique que tu vas démarrer ta dissertation et que tu vas démarrer ta réflexion. En parlant de démarrer justement, la problématique elle va se situer dans l'introduction et souvent c'est dur d'introduire son sujet. C'est pour ça que la première phrase, le premier paragraphe de l'introduction c'est toujours le plus dur à écrire. C'est normal parce qu'on sait pas par où commencer, c'est pas ce qu'on va dire au début. Donc tu peux tout à fait laisser cette partie pour le moment et démarrer tout de suite avec ta problématique en laissant un espace pour ensuite, dès que tu sens que tu es inspiré pour le début de la dissertation, revenir dessus pour pouvoir écrire le début de ton introduction. Parce que l'inspiration, elle vient aussi en écrivant. Si on réfléchit trop et qu'on passe pas à l'action, on restera paralysé et on saura pas quoi écrire. Donc commence à écrire et tu verras que tu seras peut-être après inspiré par rapport à ce que tu écris pour écrire le début de ta réflexion et de ta dissertation. Et en parlant d'écriture, on va maintenant parler de la phase suivante, le plan. En fait, c'est difficile de structurer une réflexion parce que quand on réfléchit à l'oral, dans notre tête, ça vient de façon très spontanée. Nos idées, elles sont pas forcément très ordonnées, très structurées, ou elles le sont parce qu'on a inspiré ou parce qu'on pense de cette manière-là. Mais dans une dissertation, on a besoin de structurer sa pensée et son écrit pour être compris et pour que
ce qu'on écrit a du sens. En plus de ça, comme tu as le temps de poser ton écrit, ce qui n'est pas la même chose quand tu penses ou quand tu parles, forcément on va être plus exigeant envers toi sur la qualité de ta réflexion et la structure de ton écrit. Et ça, c'est tout le but du plan. Le plan, il a pour objectif de structurer ta pensée à travers des thématiques que tu vas mettre au fur et à mesure et dont tu vas parler pour ta dissertation et pour répondre à ta question. Et globalement, tu vas voir que c'est pas si compliqué de faire un plan quand tu as bien choisi ta problématique. C'est pour ça que je disais que la problématique, c'est le cœur de ton sujet, c'est le cœur de ton écrit. Concernant le plan, il y a 4 types de plans. 4 types de plans que je vais t'expliquer avec un schéma. C'est parti. Commençons les différents plans de dissertation. Alors, le premier plan, c'est le plan didactique, c'est le plan le plus simple, celui qu'on connaît tous, c'est le fameux thèse, antithèse, synthèse. Donc, dans ce plan, la réponse à ta question, à ta problématique, elle va forcément être oui ou non. Et dans ce plan, forcément, ta première partie, ça va être oui, ta deuxième partie, ça va être non, et ta troisième partie ou ta conclusion, ça va être une synthèse pour trouver un entre-deux. Et c'est de cette manière que tu vas répondre à ta question quand tu vas choisir ce type de plan. Donc le type de plan didactique, il est utilisé pour que tu puisses répondre à ta question par oui ou par non. Je te donne un exemple de plan didactique. Par exemple, en philosophie, la liberté est-elle une illusion? Ça peut être la problématique, par exemple, de ta dissertation. Ici, la réponse, ça va forcément être oui ou non. Donc, dans ta première partie, tu vas aller vers le oui. Donc, la liberté, elle est intrinsèquement liée à la nature humaine. Et donc, tu vas forcément donner des explications, des justifications, une analyse par rapport à ça, à la liberté de l'individu. Dans la deuxième partie, tu peux mettre que la vie en société, c'est une contrainte ou un frein à la liberté individuelle. Et donc, tu vas expliquer pourquoi tu vas analyser. Donc, finalement, la liberté, pas vue de la même manière par rapport à la première partie. Et enfin, dans la synthèse, tu vas faire un entre-deux. Tu vas essayer de trouver une nuance en disant, par exemple, que limiter les libertés, est-ce que c'est pas la solution pour vivre librement? Est-ce que limiter les libertés, c'est pas une solution pour vivre librement? Ça, c'est un exemple de plan didactique que tu peux trouver, que tu peux avoir. Donc, quand tu veux utiliser un plan didactique, c'est parce que tu veux répondre oui ou non à ta question. Et que tu veux opposer 2 avis pour après trouver une nuance. C'est la raison pour laquelle tu vas utiliser le plan didactique. Okay ? Ensuite, tu as le plan thématique. Le plan thématique, comme son nom l'indique, tu vas répondre à la question et à la problématique en utilisant plusieurs axes et plusieurs approches. Thème 1, thème 2, voire thème 3 si tu fais une troisième partie. Donc, dans le plan thématique, tu vas aborder ta problématique et ta question sous différents angles, sous différentes thématiques pour pouvoir répondre à la question. Je donne un exemple encore une fois. Pour le plan thématique, là on va aller sur le français, la littérature. La littérature doit-elle nécessairement instruire? Et ici, tu peux utiliser un plan thématique pour aborder la littérature sous différents angles. La littérature comme outil d'instruction, la littérature comme œuvre esthétique et la littérature comme moyen de réflexion existentielle. Ici, pour répondre à la question, tu vas aborder la littérature sous différents angles pour expliquer si oui ou non la littérature, elle a pour but de forcément instruire les individus qui vont lire ces œuvres-là. Donc, on utilise le plan thématique quand, dans sa problématique, on a envie d'aborder cette réflexion sous différents angles. Ensuite, tu as le plan chronologique. Comme son nom l'indique, la structure de ton plan, ça va être une chronologie d'événements. Étape 1, étape 2, étape 3. L'objectif va être de répondre à la problématique en décrivant une sorte de processus et en décrivant une chronologie d'événements pour pouvoir répondre à la question. Et souvent, les problématiques, elles sont formulées aussi de manière bien précise avec le fameux « comment ». C'est pas tout le temps le cas, mais en général, quand tu utilises comment et que dans ta question, ça induit qu'il y a un processus, tu sais que tu peux utiliser le plan chronologique. Par exemple, je te donne un exemple, on va partir vers l'histoire. Et comment la démocratie s'est-elle construite en France? Ça peut être un sujet de dissertation en histoire. Et là, la façon dont la question elle est posée, ça va forcément induire une forme de processus. Et donc, l'idée que ton plan, il va être en plusieurs étapes. Et donc, ça va être un plan chronologique. Par exemple, première partie, la Révolution française, la naissance d'un mouvement démocratique. Entre empire et république, j'ai oublié de mettre un S d'ailleurs, la démocratie en lutte. Donc là, on va se focaliser sur le 19e siècle et le début du 20e. Et le 20e siècle, la consolidation du modèle démocratique. Je précise que ce n'est pas les plans qu'il faut absolument faire, c'est juste des idées de plans que je te propose, bien évidemment. Donc voilà pour le plan chronologique. Et enfin, le 4e plan, c'est le plan analytique. Le plan analytique, il va décrire
les causes, les conséquences et les solutions à un problème que tu vas poser. Donc la réponse à la problématique, elle demande d'aller à la source d'un problème pour en chercher donc les conséquences et en chercher des solutions. Et donc dans ton plan analytique, tu auras forcément 3 parties. Cause, conséquence, solution. Je te donne encore un exemple. Là, on va aller en économie. Comme ça, tu as des exemples de dissertation dans plusieurs matières. En économie, par exemple, si tu as la problématique dans quelle mesure la montée des inégalités constitue un frein au développement, là, tu peux utiliser un plan analytique avec cause, conséquences et solutions. Les causes des inégalités économiques, par exemple l'accès à l'éducation, à la formation qui n'est pas le même partout, la mondialisation et la délocalisation des entreprises, et voilà, où sont les centres technologiques dans le monde, ainsi de suite. Quelles sont les conséquences de ces inégalités économiques pour les différents pays, etc. Et quelles solutions peuvent être mises en place pour réduire ces inégalités. Donc des réformes fiscales, des réformes politiques, une politique de l'emploi bien précise, un accès à l'éducation, à la formation, etc. Dans ce type de plan, on va forcément privilégier l'analyse. Et donc pour analyser une situation, tu es obligé de revenir à la source, de voir les conséquences, les résultats, pour après en chercher les solutions. C'est pour ça que le plan analytique il est construit de cette manière-là. Voilà, tu as les 4 types de plans qui existent, qui sont possibles pour les plans de dissertation. Ça va être à toi de choisir donc le plan en fonction de la question que tu vas poser, en fonction de la problématique. Veille donc à faire preuve de cohérence quand tu vas choisir ton plan, parce que forcément ton plan il doit être cohérent par rapport à la question que tu poses. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, je précise que la problématique c'est vraiment le cœur de ton sujet, parce qu'une fois que tu poses ça, après le reste il va suivre automatiquement, surtout la structure et le plan. Donc une fois que tu as bien posé ta question, l'idée du plan elle va forcément te venir en tête de façon beaucoup plus naturelle. Donc pense à ça, maintenant tu as les 4 et on continue avec la suite de la vidéo. Ensuite vient la phase de rédaction. Tu vas transformer tes idées en phrases construites, que tu vas saupoudrer d'arguments issus de tes connaissances personnelles et de ton cours. Et là, il n'y a pas de secret. Plus tu t'entraînes, plus c'est facile. Donc c'est important, c'est primordial que tu t'entraînes à l'écriture pendant ta phase de révision. En écrivant des plans, mais surtout en rédigeant, aussi en lisant des dissertations, en les décortiquant, en les analysant et en regardant comment elle a été rédigée, comment elle a été structurée. Le problème dans cette phase, quand tu veux t'entraîner à l'écrit, et c'est l'argument que tu peux me donner, tu peux me dire oui, mais je sais pas si ce que j'écris c'est pertinent ou pas, si c'est correct, si c'est intéressant. Et là, ça peut être intéressant d'utiliser ChatGPT. Je pense que vous connaissez tous ChatGPT, vous connaissez tous cette intelligence artificielle. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants, un peu trop, qui utilisent ChatGPT pour faire leur travail à leur place. C'est pas le but de ChatGPT, et c'est d'ailleurs dommage parce que l'étudiant, il passe non seulement à côté de ses études, mais il passe aussi à côté du fait de développer des compétences qui sont essentielles dans la vie. Savoir ordonner ses pensées, avoir une pensée claire, une réflexion claire, c'est aussi quelque chose qui va te servir en dehors de tes études et de la dissertation. Donc nous, ici, on va pas demander à ChatGPT de faire notre travail à notre place, mais on va lui demander 2 choses. La première, c'est qu'il nous donne des éléments de réponse quand on lui soumet notre dissertation. Le problème avec la dissertation, c'est que c'est pas comme les maths. Dans les maths, il y a une seule réponse possible. Dans une dissertation, il y a autant d'écrits que de rédacteurs. Donc, on va pas forcément te dire si ce que tu écris c'est correct ou pas, mais on va plutôt utiliser ChatGPT pour lui demander si, par exemple, ce qu'on écrit c'est cohérent. Si la structure de notre dissertation elle fait sens. Si, d'un point de vue de la syntaxe, de la grammaire, c'est correct. Qu'il nous donne des retours et des analyses ou même des corrigés alternatifs par rapport à la dissertation qu'on va lui donner. Ça, c'est une utilisation intelligente de ChatGPT. On peut aussi demander à ChatGPT de nous donner des sujets de dissertation sur lesquels on va travailler, pour après lui soumettre des idées de plan et lui demander un retour. Ça, c'est une utilisation efficace de ChatGPT. Et bon, même s'il faudra faire attention au retour de cette IA par rapport à tes écrits, tu auras quand même quelques pistes de réflexion intéressantes sur lesquelles tu vas pouvoir bosser, et c'est toujours mieux que d'écrire des plans de dissertation ou d'écrire des dissertations et de ne pas du tout avoir de retour sur le sujet. Donc on va quand même profiter du peu que cette IA elle peut nous donner dans ce domaine-là, et je te recommande vraiment d'utiliser ChatGPT dans ce genre de cas et surtout de cette façon-là. Et dans tous les cas, qu'il y ait ChatGPT ou pas dans l'histoire, écrire, c'est un exercice difficile. C'est un exercice difficile parce que c'est un exercice qu'on fait rarement et c'est une compétence à développer.
Ça demande donc de l'entraînement. Je te recommande vivement de t'entraîner à la dissertation pendant tes révisions et de pas juste te contenter de relire ton cours et juste de lire des dissertations parce que tu as la flemme d'en faire ou tu as la flemme de t'entraîner, parce que ta flemme, tu vas la payer le jour de l'examen. Et pour conclure, j'ai envie de te dire que en fait, tu dissertes tout le temps dans ta vie. C'est pas un exercice que tu fais uniquement en examen. Quand tu as une discussion avec un ami, quand tu échanges avec ta famille, quand tu réfléchis sur des sujets métaphysiques, tu dissertes, tu argumentes. Donc tu fais ça tout le temps. Quand tu veux expliquer pourquoi le flan c'est un dessert dégueulasse, tu vas poser des arguments. La texture elle est affreuse, ça fait mal au ventre, c'est rebutant à voir. Fan de flan en PLS, mais tranquille. Donc, quand tu apprends à disserter, tu apprends aussi à avoir une pensée cohérente. Une pensée claire, un fil de pensée logique. C'est la raison pour laquelle c'est un exercice important. C'est un exercice complexe, mais surtout, c'est un exercice nécessaire pour ta vie d'adulte et ta vie d'humain. Savoir construire une réflexion, c'est pas une compétence qu'on va juste te demander en dissertation, c'est une compétence qui va te servir toute ta vie. Alors, profite de cette opportunité, même si c'est une galère et que, bon, les sujets ne t'intéressent pas tant que ça, mais profite quand même de cette opportunité pour développer cette compétence. Et tu verras que tu en récolteras les fruits toute ta vie. Tu sauras écrire mieux, plus efficacement, tu seras plus synthétique et surtout, ta pensée sera plus claire. Et quand quelqu'un pense clairement, facilement et de façon synthétique, on a envie de l'écouter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Petite méthodologie de la dissertation à l'approche des examens importants pour beaucoup d'entre vous et pour beaucoup d'entre vous qui vont avoir ce genre d'épreuve, quel que soit le domaine. J'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage. J'espère que cette vidéo elle vous aidera et qu'elle vous donnera des clés pour rédiger mieux et faire de meilleures dissertations. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à liker la vidéo, partager toi-même, tu sais, à t'abonner à la chaîne. C'est hyper important pour moi et ça me ferait vraiment plaisir. Ça me motivera à continuer aussi les vidéos. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.